Bonsoir et bienvenue au Club Nonchalance, la communauté sartoriale de Montréal. Nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de nos entretiens balado sur le sujet de l'art sartorial chez nous, au Québec. Et pour ce faire, je me trouve ici, dans une boutique que vous devez connaître, qui est un repère, que dis-je, une adresse immanquable pour tous les passionnés d'élégance masculine classique, ou même toute personne envieuse de faire un costume sur mesure de qualité. La boutique Blandin et Deloy, ici, au cœur du vieux Montréal. Ouais. Et comme vous pouvez l'entendre, ce soir, je ne suis pas seul, car tous nos amis et nos fidèles membres du Club Nonchalance, ainsi que la clientèle de la boutique, sont venus. Et je peux vous dire, quand je vois autant de monde autour de moi, que nous sommes la plus grande communauté sartoriale ici à Montréal et peut-être même au Québec. Merci d'être venus. Applaudissements pour vous. Public exceptionnel, lieu exceptionnel pour un invité tout aussi exceptionnel. Ce soir, oui, c'est la pression. Un entrepreneur à succès, un fin connaisseur des tissus et que dire d'autre? Un amoureux de Montréal. Et un amoureux de Montréal, voilà. puisqu'il a choisi cette ville pour y vivre, Cédric Deloy. Deloy, si on le prononce parfaitement. J'avais promis de ne pas me tromper ce soir. Voilà, je l'ai fait une fois, l'erreur est faite, ça ne se refera plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'organiser cette soirée. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Alors, on est chez toi, tu joues à domicile ce soir? Exactement, c'est un plaisir. Merci de nous recevoir et merci d'avoir accepté cet entretien. Cet entretien qu'on a voulu moins formel, on te voit souvent apparaître, notamment dans les discussions sartoriales, aux côtés d'Hugo Jacomet, pour parler de Blandin et Deloy, de vos opérations, de la success story de l'entreprise. Mais ce soir, c'est l'homme derrière l'entreprise qui nous intéresse. Okay. On va donc poser des questions qui sont plutôt orientées sur toi, ta vision du style. Tu vas pouvoir aussi nous dire ce qui a changé dans cette ville, la dynamique qu'il y a autour de l'élégance masculine classique, du vêtement formel. Et on terminera par des questions du public. Parfait. On est parti? On est parti. Excellent, alors j'ai préparé. Attention, top, c'est parti. Je suis un animateur de France. Non, je déconne. Première chose, c'est un peu la question qui es-tu, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'élégance au départ et quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans ce monde-là? Alors, il y a deux moments. Il y a un moment finalement pas très original, mais c'est la transmission générationnelle. C'est ma grand-mère en fait, qui était une personne élégante à chaque instant de sa vie. Donc, pour donner des exemples qui se font peut-être un peu moins aujourd'hui, mais elle, même quand elle n'avait pas d'invité, elle dressait la table, elle était seule, elle a fini sa vie seule, donc elle faisait à manger pour elle, mais elle dressait la table, elle s'habillait et elle mangeait avec des verres à pied, une vaisselle de qualité, et elle s'habillait, elle se coiffait, etc. Et donc, elle m'a transmis l'importance de bien s'habiller et l'importance de l'art de vivre. Et c'est vrai que ça, depuis tout petit, j'ai trouvé ça séduisant chez elle. Mes parents aussi sont portés sur une certaine élégance, en tout cas pour les événements et pour les sorties. Donc, je pense que c'est ça le premier pied dans le monde de l'élégance. Est-ce que tes parents, ils s'habillaient particulièrement en costume ou Oui. Ce que tu veux dire, c'est que c'est venu d'abord plutôt par le décorum, la politesse, la bienséance, et c'est ça qui t'a amené à un mode de vie classique, en fait? En fait, ça m'a montré l'importance que ça avait dans la vie de ma grand-mère. C'est ça le point de départ. Et donc, une importance qui était toujours vraie, même dans les derniers jours, une fin de vie forcément avec plus de difficultés de mobilité, ce genre de choses. Et pourtant, elle a toujours fait l'effort et mis un point d'honneur à être complètement préparée et présentable selon la bienséance qu'elle connaissait. Et ça a été quelque chose que j'ai toujours beaucoup admiré chez elle. Et bon, quand j'étais adolescent, je ne le reproduisais pas. Mais avec l'âge, finalement, j'ai souhaité m'en rapprocher un peu. La deuxième question, est-ce que mes parents portaient le costume? Ma mère, moins. Plutôt les robes de soirée. Mais mon père travaillait en costume et a gardé, je pense, sûrement de ses parents, ce goût de s'habiller pour sortir à un dîner, pour accueillir. C'est une famille où on aime accueillir aussi à la maison. Et donc, ça a toujours été aussi des occasions de s'habiller. Est-ce que tu veux dire que porter le costume, c'est une marque de politesse?
Je pense. Je pense pas que ça soit une marque. Je pense pas que ça soit impoli de ne pas porter le costume pour les personnes qui le portent pas. Mais je pense que le fait de porter le costume chez soi ou dans un événement qui n'oblige pas le port du costume, c'est aussi une marque de respect pour les personnes qu'on va rencontrer et pour soi-même. On peut choisir à tout moment de la journée, même pour aller acheter une baguette de pain, de s'habiller en costume. Ça peut paraître décalé par rapport à une société qui est plutôt décontractée aujourd'hui, mais ça peut, Oui. ça peut paraître décalé, mais pourtant ça reste quelque chose de pas tout à fait étranger aux gens. Il y a une sorte de courtoisie. J'ai entendu cette phrase une fois qui disait l'élégance, c'est un plaisir pour soi, mais une générosité pour les autres. Est-ce que tu partages cet avis-là? C'est une très belle phrase. Ouais. Je Pas de moi, hein. Je partage complètement cette phrase. Je pense que ça doit être un plaisir et effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on partage avec les autres. Donc, je suis d'accord avec cette affirmation. Puisque tu arrives à faire la synthèse, tu vois, entre l'élégance vestimentaire et la courtoisie, oui. J'imagine qu'il y a tout un lifestyle autour de ça. Est-ce que toi, ton style de vie s'articule autour de ces valeurs-là? Est-ce que, pas seulement dans ta façon de t'habiller, mais dans tout ce que tu fais, dans ton quotidien, est-ce que tu cherches la beauté, le raffinement, l'élégance, la courtoisie? La réponse est oui, sans aucun doute. En fait, là, pour venir sur Blandin et des lois, mais c'est vrai que ça traduit complètement aussi une démarche personnelle. La mission de la marque, quand on fait une plateforme de marque, on essaie de définir une mission qui est le message, ou en tout cas ce qu'on souhaite soutenir à travers la marque Blandin et des lois. Et au-delà d'habiller de manière élégante et... D'inspirer un mode de vie, genre? Oui, et donc la phrase qu'on a exactement, parce qu'on a une phrase pour ça, c'est soutenir l'art de vivre du gentleman moderne. Et c'est vrai que on essaie de transmettre au-delà du vêtement aussi un art de vivre, une connaissance sur d'autres choses, une porte ouverte sur d'autres choses. Ça nous fait plaisir d'avoir chez nous des personnes qui sont des horlogers, qui sont des personnes, des artisans qui viennent partager des informations avec nos clients. Tout ce qui est la gastronomie, ça fait partie de l'art de vivre au sens large. Et je pense que c'est quelque chose qui est vrai chez Blandin des lois et qui est aussi assez vrai dans mon quotidien. Ouais, c'est vrai que dès qu'on fait son premier costume sur mesure, on a l'impression de pénétrer dans un monde qui nous est peut-être complètement étranger, une espèce d'autre sphère qui nous élève, qui nous... peut-être qu'on a l'impression de tirer vers la noblesse comme ça. Ça te parle? Je pense que c'est pour ça aussi que ça fait un peu peur pour les personnes qui ont jamais fait de costume sur mesure. Entrer chez une marque qui fait du sur mesure, parfois c'est un peu impressionnant. Il y a un peu cette compréhension-là. Je pense qu'il y a aussi... les films, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'époque où le passage chez le tailleur se faisait de père en fils. En fait, c'était un moment important dans la vie. Donc finalement, il y a peut-être les gens dans l'inconscient collectif ont gardé, ça va être un moment important. Ce qu'on essaye quand même de faire, c'est de le rendre quand même assez décontracté. C'est-à-dire qu'être élégant, c'est pas forcément être sur la réserve. Être obligé de porter le costume, ça peut être aussi s'engager dans une démarche créative, en fait. D'ailleurs, je pense que l'élégance n'est pas du tout liée simplement au costume. Personne qui arrive à être élégante sans porter de veste de costume et qui arrive très bien. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans tout ça? Il n'y a pas que... Bon, il y a les accessoires, mais ça reste encore la partie tangible en fait de l'élégance, mais on pourrait penser à l'éloquence, par exemple. Oui. Il y a l'étiquette à table. Je vois, il y a de plus en plus de sites internet, de comptes Instagram qui font aussi la promotion de ça. Comme si, en fait, ce qu'ils offraient, c'était pas seulement un costume ou une nouvelle façon de consommer du vêtement, mais tout un package, comme on dit en bon français. Complètement. C'est le package complet. Package. Je pense d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont très intéressées à l'art de vivre, même sartorial, et qui portent assez rarement le costume au quotidien. Je pense que ce n'est pas obligatoire. S'il y a un intérêt, c'est presque comme quelqu'un qui aime le bon vin. Il a beau aimer le bon vin, il va aussi prendre du plaisir parfois à boire complètement autre chose. Donc oui, c'est ça. Ah, tu anticipes nos questions. D'ailleurs, justement... Désolé, je n'ai pas trop préparé les questions quand tu le sais. Ah, non, je veux que ça reste spontané. Donc Non, c'est complètement spontané. Alors là, je peux en témoigner. Cédric n'a pas lu les questions. Bien que je les ai envoyées à l'avance, il ne les a pas lues. Voilà, donc je découvre. c'est vraiment spontané. Mais pourquoi pas, anticipons, sautons à cette question-là, c'est intéressant. Donc, selon toi, l'élégance, ce n'est pas qu'une question de vêtements. Ah non, certainement pas. En tout cas, le vêtement ne suffit pas à l'élégance.
C'est-à-dire qu'on peut être très bien habillé si on a une attitude qui n'est pas cohérente. Tu vois, dans le gentleman moderne, on a rajouté le mot moderne parce qu'aujourd'hui, on pense que pour être un gentleman, il faut aussi être conscient des enjeux environnementaux actuels. Donc, à l'époque où peut-être les codes de l'élégance ont été définis, c'était un sujet qui était un peu moins au centre des préoccupations. Je te donne un exemple, quelqu'un qui est extrêmement bien habillé, qui est avec sa conjointe, qui lui ouvre la porte, il rentre dans la voiture, il démarre dans une belle voiture vintage, bien entretenue, il baisse la fenêtre, il jette un papier par la fenêtre. Bon. Ça brise le mythe. Ça brise le mythe. Là, on peut plus dire que cette personne est élégante. Donc, l'attitude, presque pour moi, est plus importante que le vêtement. Ça aussi, le respect de l'environnement, ça fait partie de l'ADN de ton entreprise? Très fort. Parce que c'est un peu toi que tu vends à travers ton entreprise finalement. Si toi, tu as des préoccupations environnementales, ça va se voir par transparence, ça va se voir dans les directions près de l'entreprise aussi. Oui. Alors, je sais que tu voulais pas forcément parler de l'histoire de Blandin-des-Lois, mais ça va être complètement en lien. On digresse. On va digresser 2 minutes parce que, en fait, Blandin-des-Lois, le principe, c'est qu'on a grandi avec des associés. Donc, par exemple, au Canada, la personne qui m'aide à développer Blandin-des-Lois et les clients chez Blandin-des-Lois au Canada, c'est Gauthier. Et il n'est pas simplement quelqu'un avec qui je porte le développement, mais c'est aussi un associé. Et en fait, ça, c'est valable aussi pour la majorité des boutiques en France. On a ouvert des boutiques avec des associés qui ont voulu rejoindre l'aventure et qui se sont passionnés de cet univers et ensuite de la marque. Donc, souvent, quand on a des valeurs qu'on a souhaité développer, ça a été aussi soutenu et partagé par ces associés. Donc, je pense que la majorité des gens chez Blandin-des-Lois sont très sensibles au sujet de l'environnement. Ça fait partie des investissements presque c'est la machine à café, les soucis du direct. Ouais. Mais ça s'entendra pas. Ça s'entendra presque pas. En fait, ça fait partie des choses qui ne se voient pas, mais qui sont des gros investissements chez nous. Il y a toujours le piège on fait une démarche un petit peu sincère pour notamment l'environnement et pourquoi pas aussi tous les sujets sociaux. Et si on en parle trop rapidement, il y a un peu l'image de je m'en sers comme un objet marketing pour vendre plus. Donc on le fait assez peu. On essaie quand même de communiquer de manière transparente, mais on investit beaucoup. C'était quand même honnête dans la direction qu'on prend là-dessus, quoi. La démarche est très honnête. Ouais. On a fait un bilan, ce qui est finalement assez commun pour des marques de plus grande ampleur, mais faire un bilan carbone, faire une analyse de cycle de vie produit, c'est des gros investissements en temps et en argent. Donc c'est des choses qu'on a fait. On essaie de voir comment on impacte l'environnement, comment on peut améliorer notre impact. Et on a une multitude d'actions qui vont aller de la sélection des matières premières, le costume que je porte là, il y a même presque un côté un peu upcycling, jusqu'à le fait de prendre conscience que en boutique, ce qui va être le plus impactant, c'est la manière dont on va manger le midi. Et on s'y attend pas, tu vois. Tu te dis pas que finalement, si toi tu vas aller prendre un plat à emporter avec tout ce qui va autour de ce plat à emporter et que tu vas acheter, finalement c'est ça qui va avoir le plus gros impact sur lequel tu peux agir. Et donc voilà, le fait de le savoir, on essaie d'avoir nos associés qui préparent plutôt des choses chez eux, qui mettent associés d'ailleurs nos collaborateurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos collaborateurs qui partagent ces valeurs aussi à 100%. Et donc ça permet le fait de faire des analyses et de faire des bilans, de prendre conscience et ensuite de mettre en place des actions. Et donc, le gentleman moderne, il est conscient de ces sujets. De ces enjeux-là. Exactement. C'est tout à ton honneur. Revenons un petit peu à toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? On a tous envie de savoir qui y a derrière l'entrepreneur. Quand il a fermé la boutique. Déjà, j'ai une formidable famille avec 2 enfants. Donc déjà, je profite de moments en famille. Et après, de manière générale, je suis, je dirais... un oiseau social. Donc, on a une vie sociale avec ma conjointe, Emmanuelle, assez intense. Donc, on sort beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on n'a plus l'âge d'aller dans les nightclubs. Mais par contre, on est très souvent, soit on reçoit chez nous, soit on est invité quand on a cette chance, soit au restaurant. Et ça, je te dirais, au moins 3 fois par semaine. Voire plus, tu vois. Donc, c'est quand même une vie sociale assez... Donc, la ligne est difficile à tenir. Voilà. Si vous cherchez une sortie ce soir... J'ai pas il est de tout programme, c'est nonchalance. Il est de tous les partés. Tu fumes le cigare? Tu vas dans les salons fumoirs? Très peu. Très peu. J'y vais quand quelqu'un apprécie. J'aimerais bien apprécier le cigare parce que les connaisseurs ont plein de choses à raconter là-dessus. Mais déjà, ma conjointe déteste. Dans la maison? Oui, mais même parce que ça laisse quand même. Tu gardes le goût. Ça reste sur les vêtements. Et ça reste un peu sur les vêtements. Mais en plus, j'ai été fumeur pourtant de cigarettes, ce qui est un peu moins élégant. Mais non, je ne suis pas un énorme amateur, mais ça m'arrive. Ça m'arrive quand quelqu'un veut partager un moment. Il y a 2 semaines, j'ai fumé un cigare, en l'occurrence. Et c'est assez rare.
Est-ce que moi, je me suis laissé entendre que tu avais, tu collectionnais tout un tas de petits objets, tu sais, d'artisanat, je sais pas, genre le rasoir à double lame, le petit chausse-pied, tu sais, en corne qui va bien, ce genre de choses. T'aimes bien ça, les petits accessoires comme ça? Déjà, comment sais-tu ça déjà? D'où a eu ces... J'ai des oreilles et mes oreilles ont des oreilles. Très bien. Ok, mais écoute, tes oreilles ont eu des bonnes informations. C'est vrai. J'en ai un aussi, hein. Bah, très bien. J'en fais partie. Je plaide coupable. T'en as De quoi? De rasoir à double Oui. lame. Alors, en l'occurrence, oui. Et je ne l'utilise pas parce que j'ai une barbe qui est moins adaptée à ça. Ça mérite un peu. Mais il n'empêche que j'ai un rasoir qui est, tu sais, avec un support en corne. Un blaireau et tout. Et blaireau, bien sûr. Donc, j'aime bien les objets du quotidien qui sont justement élégants, qui sont raffinés. Par contre, je n'ai pas de collection de ça. En général, j'en ai un, puis ça me suffit bien. Tu vois, pas pour des chaussures, mais pour un chausse-pied, j'en ai besoin de 18, par exemple. Parce que quand c'est bien fait, on a besoin de qu'un, en fait. Exactement. Il va durer. Donc, il va durer. Pas besoin d'en avoir 100 000 non plus, là. C'est pas jetable, quoi. Non. Rasoir jetable, oui. Mais pas le juste les lames jetables. Que les lames jetables. Les lames jetables, ok. Oui, non, j'ai quand même un beau rasoir. Ouais. C'est bon. Excellent. On va s'intéresser à toi, là, tout de suite, là, maintenant, là. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Oui. Déjà, est-ce que tu as pensé à ce que tu portais, à ce que tu allais porter aujourd'hui pour l'entrevue, là? Alors, oui. Oui? Oui. Alors, pas complètement. Je vais t'expliquer. J'étais habillé différemment tout à l'heure. J'avais un autre costume. Pour la météo, pas pour le club Nonchalance. Hein, Non, pour le club Nonchalance. Okay. En fait, j'étais habillé différemment. Un costume extrêmement proche, mais il se trouve qu'il était un petit peu froissé. Je me suis dit quand même, pour une interview, c'est pas très élégant. Donc, je me suis changé pour avoir un costume qui avait un peu moins de plis. Bon. Voilà. Et donc, ce costume que j'ai choisi, en l'occurrence, le drapier est un mystère. Je pense qu'il s'agit de Skabal. Mais en fait, on a un endroit dans notre atelier qui s'appelle le Candy Shop qui reprend toutes les coupes qui n'ont pas été utilisées, soit qui ont été en fait des fins de rouleau. Il reste pas assez pour faire parfois des costumes. Donc on peut faire un pantalon, une veste. Et c'est un peu, c'est comme quand toi tu vas en friperie, c'est la chasse au trésor. Et c'est vrai que c'est le petit plaisir, dès qu'on va à l'atelier, ce qui est 1 à 2 fois par an, on va dans cette pièce-là et on essaie de trouver. En plus, il y a un côté du coup très cohérent avec le respect de l'environnement et le fait que on gâche pas, on réutilise. Et donc ça, c'est un tissu qui est une flanelle, j'imagine avec du cachemire. J'ai pas étiquette de drapier pour avoir la composition précise, mais j'imagine flanelle avec un peu de cachemire. Je pense que c'est Skabal parce que de mémoire, il y avait la lisière Skabal, mais j'ai un petit doute là-dessus. Et voilà, donc comme c'est des chutes, elles sont mal identifiées ou pas identifiées. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette la plupart du temps, il n'y a pas d'étiquette. Mais il y a quand même la lisière dans laquelle il y a la marque. Mais comme quand je vais là-bas, c'est vrai que j'en choisis 2-3, je sais plus. On va dire que c'est Skabal. Et donc, voilà, un tissu relativement lourd. Donc, c'est pour ça que je suis content qu'on ait laissé la porte ouverte. Il fait relativement chaud. Ensuite, pour compléter cette tenue, une chemise Thomas Mason. C'est mon drapier préféré pour les chemises. Je trouve que les tissus se tiennent très bien. Et c'est un Oxford relativement lourd. Ensuite, les chaussettes Blandin et Deslois. De notre collection actuelle. La cravate, donc Blandin et Deslois, réalisée par Arcoury. Oui, on en parlait tout à l'heure. Exactement. C'est ça. Une maison très réputée chez les passionnés sartoriaux. Très jolie. 100% soie. Et puis la montre qui est une Heuer. Donc année fin 70, début 80, avant que ça devienne Tag Heuer. Toi, tu les aimes bien comme ça, les montres? Vintage. Ouais, j'aime beaucoup les montres vintage. Vintage, rondes, des épures, comme ça? Oh, j'aime bien les carrés aussi. J'aime bien les montres relativement petites. Ouais? Ouais. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût personnel. Mais... J'en ai une carrée. Voilà, ça j'adore aussi. Voilà. Pareil, seconde main. Mais en fait, c'est bien quand on s'intéresse aux montres dans l'art sartorial, parce qu'on va plutôt se diriger vers des épures ou des choses art déco, des choses assez discrètes finalement. Oui. Et ça colle bien avec l'esprit de discrétion aussi qu'il y a dans l'art sartorial. Tu sais, cette idée que oui, d'accord, porter un costume aujourd'hui, ça peut contraster et c'est voyant dans une société où on s'habille beaucoup plus décontracté, mais c'est quand même quelque chose de traditionnel, quand même quelque chose qui est censé être discret. Oui. Et ce genre de montre-là, c'est bien. C'est pas trop tape à l'œil, quoi. On cherche plus petit, on cherche plus épuré.
Alors, je suis content. On a les mêmes goûts en montres. Exactement. On se parlera de montres plus tard. On fera nos collections. Ça, pour le coup, j'ai plus l'habitude de les collectionner, tu vois. Tu m'as pas parlé de tes mocassins? Ah, c'est Blandin et Delois aussi. Des mocassins avec une patine un peu visible. En général, je suis un peu plus discret sur les souliers, mais là, voilà, une patine un peu plus marquée. Fabriqué au Portugal? Fabriqué en Espagne. En Espagne. Ok. C'est soit Espagne, soit Portugal. Hein, exactement. En Italie aussi, on avait d'ailleurs en prêt-à-porter des souliers italiens. Et là, l'intérêt de cela, c'est qu'on peut les faire à la demande. Tout le projet de faire à la demande, c'est avec des produits qui sont complètement adaptés à un avec besoin. La patine à la demande, tu veux dire? Le soulier même. On choisit la largeur, la longueur. Donc, c'est pas vraiment du sur-mesure parce qu'il n'y a pas le côté. On va pas suivre la courbe de la voûte plantaire, mais on va choisir la longueur du soulier, la largeur. On a des modèles, peut-être une vingtaine de modèles, et ensuite, on va personnaliser le modèle. D'accord. Je savais pas. Voilà. Bah, rien. Tu vois, tu découvres Je découvre encore des choses. Non, je sais que les chaussettes sont rentrées en boutique récemment. Exactement. Mais ouais, pour les souliers, c'est intéressant. Bah voilà, encore une bonne adresse pour vous. C'est bien, on découvre les produits chez nous. Cédric, on va faire une petite pause dans nos questions personnelles. Parfait. Pour jouer, si tu le veux bien. Oh là, est-ce que tu es prêt à jouer? Allez, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Une montre? Ta montre. Allez, hop. Une montre, ma montre. C'est un jeu que tu connais, c'est le soit ça ou ça. Hein, je te fais 2 propositions, t'en choisis une, ça va très vite. Ok. C'est un peu à l'instinct, c'est sans réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Allez. Alors, allons-y, il y en a une quinzaine. Revers en pointe ou à cran? Revers à cran. Une veste croisée à cran ou à revers en pointe? Revers en pointe. Ok. Une veste en tweed avec des revers à cran ou des revers en pointe? À cran. Et voilà. On est pareil, on a pensé pareil. C'est pas de la télépathie, messieurs, dames, c'est les goûts convergent. Ceinture ou patte de serrage? Patte de serrage. Épaules structurées ou spalakamika? C'est difficile parce que je porte les deux, je dirais les napolitaine, allez, on va faire entre les deux. Napolitaine, entre les deux. Richelieu noir ou mocassin noir pour un gala, par exemple, une grande soirée? Richelieu. Semi-entoilé ou entoilage complet? Entoilage complet. La différence est vraiment si palpable? La différence, alors ça c'est... J'avoue, j'ai jamais porté de veste complètement entoilée. Un jour peut-être. Ça c'est comme le bon vin, on goûte et puis après on s'en sépare plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Alors, la différence entre un thermocollé et un semi-entoilé, il y a une différence qui est quand même réelle, hein, mais qui est difficilement palpable. Parce que en fait, ça concerne, comme il y a quand même un thermocollant sur l'avant du veston, finalement, le fait qu'on ait le revers qui soit, lui, cousu avec un point un peu différent, donne un roulé plus naturel, donne aussi la matière utilisée à l'intérieur, avec du crin de cheval, c'est une toile de laine. Donc, c'est un peu différent d'un thermocollé, mais la différence n'est pas extrême et pas suffisamment importante pour que toi, tu puisses te dire « Oula, je vois une vraie différence avec mes autres costumes ». Si tu faisais le même costume en thermocollé et en semi-entoilé et que tu les passais l'un après l'autre, je pense que là, tu serais capable de voir la différence. Ok, mais c'est une différence dans le tombé ou c'est une différence dans l'aisance? Alors, pour le semi-entoilé, c'est une différence principalement dans le tombé et dans le roulé du revers, en fait. Ouais. Dans le maintien en fait, du haut de poitrine, tout se passe ici. Hein. Mais sinon, le thermocollé, ça bulle avec le temps, ça... Oui, mais en fait, dans le semi-entoilé, il y a du thermocollant. Surtout, en fait, les gens pensent que souvent, le semi-entoilé, le thermocollant commence à la moitié, ce qui n'est pas le cas. Le thermocollant dans le semi-entoilé, il est sur tout le devant de poitrine. D'accord. C'est juste qu'en dessous, on a une toile tailleur avec du crin de cheval ou du crin de chèvre. Okay. Là où dans le thermocollé, c'est un plastron flottant. Et le revers, dans le semi-entoilé de qualité, il est avec un piqué chevron. Là où ça arrive aussi qu'il soit aussi thermocollé. La plupart du temps, on essaie d'avoir quand même un revers qui ne soit pas thermocollé. La grosse différence avec l'entoilé complet, c'est que là, à part des thermos de renfort sur certaines parties, c'est-à-dire en bas de veste, au couture de poche, il n'y a aucun thermocollant, c'est complètement cousu. Il y a une toile tailleur qui vient sur tout l'avant. Et donc là, la sensation de confort, c'est étonnant. Là, vraiment, tu te fais la réflexion, la première fois que tu passes ta veste, à partir du moment où le tissu n'est pas non plus trop lourd, tu vas avoir une différence notable avec les costumes que tu as l'habitude de porter. D'accord. Plus d'aisance, quoi. Plus de confort aux entournures, genre. Plus de confort, plus de souplesse. Un arrondi qui est plus naturel aussi. Ouais. Et aussi, c'est plus respirant. Bon, il faut être rendu pas mal loin dans sa démarche sartoriale pour sentir ce genre de... C'est clairement... Ah non, sentir, tu le sentiras immédiatement. Ah ouais? Oui, par rapport à un costume habituel en thermocollé, tu sentirais la différence. C'est parti. Et par contre, c'est sûr que c'est un investissement supplémentaire et c'est pas nécessaire. On a déjà des très bons résultats, des très bons tombés avec un semi-entoilé, même un thermocollé de qualité. Hein. On peut avoir un très bon tombé avec un thermocollé de qualité. C'est le petit luxe en plus, quoi. Exactement. On continue notre questionnaire. Richelieu tige pleine, comme celle que je porte là ce soir, glacée ou pas?
Si c'est pas moi qui fais le glaçage glacé. Ouais. J'ai pas la Non, je dis patience, ça en parce fait. qu'il n'y a pas de bout rapporté. Ouais. Tu sais, le capto, là. Alors, on ne sait pas quand ça doit commencer, on ne sait pas quand ça doit s'arrêter. Moi, je trouve que ça n'empêche pas. Donc, D'accord. Donc, bah, la preuve. la preuve, Voilà. Un premier costume bleu ou gris? bleu, pour moi. Plus polyvalent? Oui, je trouve que ça met plus en valeur facilement que le gris. Le gris étant un peu plus neutre, un peu plus sobre, et le bleu, finalement, souvent, je trouve que dans nos clients, ils se sentent plus facilement mis en valeur dans un costume bleu qu'un costume gris. J'achète. C'est bon. Voilà. Derrière, double vent, vent simple ou pas de vent? De double vent. Double vent, c'est quand même la valeur sûre, quoi. Ouais, il y a un tombé qui permet d'avoir un tombé souvent un peu plus net, et ça permet d'avoir sur les côtés une veste qui est un peu plus proche du bassin sans avoir de plis. Ouais, j'ai remarqué, on est capable de mettre ses mains dans ses poches aussi sans que ça emmène tout avec Exactement. soi. Ouais. Double vent, tout le monde, pour tout le monde. Qui n'a pas de double vent? Tournée, une tournée pour tout le monde de double vent. Trench coat, beige ou bleu? Beige. Manteau 3/4 ou manteau long? Je parle de par-dessus. J'aimerais dire long, Ouais. mais c'est vrai que j'ai plus des 3/4. C'est vrai que c'est très élégant, les manteaux longs, je trouve. Mais 3/4, je vais dire, c'est ce que je porte le plus. C'est bon. Ça reviendra. Oui, Ça reviendra. sûrement. Doublure en soie ou en viscose? Viscose. Ah bon? Cupro même d'ailleurs, si je devais choisir entre eux. Ouais. Mais la soie, c'est relativement fragile. Donc, Ah. pour cette raison-là, pas de doublure en soie. D'accord. Il y a des matières qui peuvent sonner luxe tout de suite, mais elles conviennent peut-être pas. Elles conviennent. Il y a beaucoup de passionnés qui adorent les doublures en soie. On nous a demandé Ouais. d'en faire d'ailleurs, ça nous arrive. Mais c'est ça. À titre personnel, je préfère avoir une doublure qui soit résistante. Qui... Ouais, faut choisir intelligemment les matériaux quand même. Chaussettes en bambou, tu vois, bof. Ouais, Ça je sais perce. pas, peut-être. Ah bah moi je le sais bien. Une tenue superbe avec une montre bof ou une tenue bof avec une montre superbe? Une tenue superbe avec une montre bof. C'est bon, j'achète. Chevron ou pied de poule? Une veste par exemple d'automne là, comme maintenant. Pied d'automne, chevron, allez. Chevron parce que le tweed, c'est quand même plus sympa. D'accord. T'es plutôt style anglais ou plutôt style italien? Moi, je crois que j'aimerais être plus de style italien, mais que je suis quand même plutôt anglais. Je suis assez classique, donc voilà. Je pense que si on demandait à Gauthier, je sais pas où il est, il me décrirait comme classique et plutôt anglais qu'italien. Ok. T'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis dans la même team que toi. Parfait. Aussi, je suis plutôt anglais. Et enfin, Pity Homo ou Tweed Run? Pity Homo. Tu connais le Tweed Run? Non, et déjà, parce que Pity Homo ou n'importe quel événement, le Pity Homo, moi je suis un... Ouais, J'adore. ouais. Alors, qu'est-ce que c'est quoi le Tweed Run? Tu y vas hein, en plus. C'est quoi? C'est en janvier, c'est ça? J'y vais là, pour le coup, ça c'est pas top d'y aller si régulièrement quand on vit loin, mais c'est une occasion où j'arrive à rencontrer toutes les personnes avec qui on travaille dans un même endroit. Donc finalement, on arrive à un peu faire un tir groupé et on y va 2 fois par an. Pour rencontrer nos fournisseurs. Là, on vous voit sur les photos et tout. Là, ouais. Oui, on se prête au jeu des photos. Avec le temps, j'ai même pris du plaisir à faire ces photos. Et oui, c'est ça. Et c'est en plus le prochain Pity Homo, ça va être le Pity 109. Et c'est un événement assez particulier parce que c'est la première fois qu'on va faire une soirée Blanc et des Lois au Pity Homo. C'est un événement très important pour nous. C'est aussi un peu de pression parce que y a beaucoup de marques très réputées qui organisent ce genre d'événement. Nous, on est une marque quand même relativement jeune. Donc, c'est un peu un pari, mais on a des très bons retours pour l'instant. Et donc, on va faire ça dans un très bel endroit qui s'appelle l'hôtel 25 Hours. Et on espère que ça sera un succès. Et on vous supportera. Ça, c'est gentil. On sera derrière vous. Bah, c'est très sympa. Mais je pense qu'il y a même des personnes de cette audience qui viennent à cet événement. Oui, on a notre ami Richard. Tu seras là-bas là, pour l'occasion. Oui, il y aura Théo. Bravo les gars. Soutenez. Ça, c'est sympa. Là, on représenterait. Ouais, tu seras et là. Mégane, Gauthier. C'est ça, on vient à plusieurs. Okay. On suivra vos tribulations sur les réseaux sociaux. Bah, c'est sympa, on mettra des choses. Il ne faudra pas en perdre une miette. Continuons nos questions à propos de toi, de ta vision du style et peut-être aussi sur Montréal, parce que comme on est à Montréal, Montréal n'est pas une capitale du style. Quand on pense haute couture masculine, quand on pense mode, on pense plutôt peut-être pour la haute couture féminine à Paris, on pense surtout à Londres, on pense à Florence, on pense à Naples, on pense à Rome. Mais tu as choisi Montréal. Et on va se parler de ça dans un moment. Mais d'abord, tes influences, tes inspirations. Quelles sont tes influences? Si tu devais donner, par exemple,
un modèle, une personne, peut-être un influenceur, un auteur, qui que ce soit, un acteur, est-ce que est-ce que tu as développé un style propre ou est-ce que tu es allé chercher ton style ailleurs? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes dont j'adore le style. Tu froisseras personne. Exactement, je vais pas parler des Français. Non. Il y en a trop que j'adore, donc je vais pas citer un Français étant donné que je veux froisser personne. Donc je vais aller me tourner vers des inspirations internationales. Je suis assez lâche. En fait, je vais même aller dans différents pays. Comme je suis assez classique, Permanent Style, c'est Simon Crompton, je pense, que j'aime beaucoup. Fabio Attanasio en Italie, pareil, très classique. J'aime bien le style japonais. Alors, je les suis, mais je les connais pas, donc peut-être que je vais écorcher. Mais Shuhei Nishiguchi, je pense que ça se... voilà, je suis pas le seul à aimer, que je trouve super inspirant aussi. Qui d'autre Carlos Domor aussi, que j'aime bien. En acteur, j'en parlais tout à l'heure, j'aime bien, mais plus l'attitude que le style, même si son style, j'aime aussi, hein, mais c'est Adrien Brody. Je trouve qu'il a, dans l'attitude, on parlait un peu de la posture, on n'en a pas parlé, tiens. La posture, je trouve que la manière dont quelqu'un se tient, ça transmet quand même une certaine élégance. Et lui, il a cette manière assez nonchalante de se tenir que je trouve très séduisante. Il a quelque chose avec son visage, avec sa posture. Donc, j'adore ce qu'il transmet. Ah ouais, Adrien Brody, l'acteur là. L'acteur, ouais. Dans un film, tu veux dire, ou quand il fait des apparitions sur les... Dans les films, mais aussi, même si tu le suis un peu sur Instagram, quand il fait des apparitions, je trouve qu'il a vraiment une élégance naturelle, nonchalante, très, très sympa. Ah ouais, intéressant. Voilà. C'est bien pour une fois que c'est pas, tu sais, un acteur des années 50, t'es une grande référence à la Sean Connery, pour une fois que c'est quelqu'un d'actuel, c'est bien. C'est une inspiration. Exactement, c'est sûr qu'on ne pourrait pas le mettre sur les murs de la boutique, là où des acteurs d'une autre génération on peut se permettre, mais c'est ça, c'est un acteur actuel, ça serait bien. Non, très bon choix, c'est bien. Quelles sont tes limites? Là, j'aimerais que tu nous dises, prends le temps de réfléchir, prends le temps de penser à une pièce que tu porterais jamais. Genre, c'est too much. Je regrette de ne pas avoir préparé la question. Alors, attends. Une pièce que je ne porterais jamais, qui c'est too much. Attention, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils porteraient peut-être pas de chapeau. Pour eux, ce serait trop à assumer. Mais il y en a, genre un costume, c'est déjà too much. Tu vois. Ok. Alors, toi, on essaie de jauger, on essaie de voir où est ta limite, quoi. Qu'est-ce que tu te permettrais? Jusqu'où tu pourrais aller? Jusqu'où je peux pas aller. Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est bon, j'ai une réponse qui me vient assez simple. On a quelqu'un chez nous, je le salue, il n'a pas pu venir ce soir, mais tu le connais bien, il a organisé une première soirée avec le Nonchalance Club ici, Maxime. Et on en parlait tout à l'heure, il est capable de porter des choses de manière élégante que je ne pourrais jamais porter, et notamment il porte des Marcel assez échancrés avec bon, c'est quelqu'un qui a un petit peu de poil au torse, c'est un Italien d'origine, hein, et il a cette manière de se laisser comme ça un côté un petit peu presque décontracté, mais ça ne paraît pas décontracté. Moi, ça serait ma limite, je pourrais pas porter, je n'y arriverais pas. Voilà. Le kilt, je pourrais. Le kilt, tu vois, ça m'attire un peu. Pas suffisamment pour que j'ai passé le pas, mais il se trouve qu'à Ottawa, on a des voisins avec qui Steve travaille, Steve qui s'occupe de la boutique d'Ottawa, qu'on salue aussi, et qui fait des kilts. Et ça m'a donné envie d'en faire. Alors, je ne ferais pas le kilt traditionnel avec ce motif à carreaux, j'ai un trou de mémoire. Un tartan, voilà. Je ne ferais pas un tartan, je ferais plutôt un uni, mais je pourrais avoir un kilt. Ouais. J'adorerais qu'on m'invite à un mariage où on doit être en kilt, voilà. Tu sais, comme on est à Montréal et qu'il fait froid, on peut trouver de seconde main beaucoup de manteaux longs avec de la fourrure. Tu sais, des cols en fourrure, des trucs en tweed avec des cols en fourrure. Tu porterais ça? Moins. La fourrure, non? La fourrure, un peu moins. Je trouve ça élégant. Hein. Ça bloque les gens, la fourrure, quand même. Hein. Déjà, aujourd'hui, il y a des sensibilités liées à la manière dont cette fourrure a été récoltée, même si j'imagine qu'il y a beaucoup d'élevages où les choses se passent relativement bien et que tout n'est pas à mettre à la poubelle, loin de là, et c'est un métier plein de noblesse. Mais il y a cette sensibilité-là, je partage un peu. Tu vois, un manteau complet en fourrure, peut-être, et aussi pour cette raison-là, peut-être que... Un manteau de poêle. Un manteau de poêle, exactement. Ça, peut-être pas. Mais en plus, c'est un style qui est un peu moins le mien. Voilà, je trouve ça qui est un peu moins celui de notre époque tout court. Enfin, si tu sors avec ça, il faut quand même l'assumer. Quoi. Il faut l'assumer. Alors, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Parfois, juste le col, le haut de col, pas le revers, mais le col en fourrure, qu'on en voit quand même. Ouais. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimerais bien porter, mais que tu n'oses pas porter? Alors, non. Ce que j'aimerais bien porter,
Mais je pense que tu vois, on a certaines personnes aussi ici qui peuvent le porter très bien. Mais c'est des pantalons beaucoup plus larges. Tu sais, on a des formes de pantalons qui sont vraiment très oversize. Ah oui, là on a des spécialistes dans la salle. Oui, là. oui. On a quelques spécialistes, des SQFO notamment. Je le dis pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment, on a Florian DSQ Flo, le fameux, qui est dans la salle, spécialiste des pantalons oversize et pantalons coupe ballon. T'as des coupes ballon, toi? Non, pas ballon. Barrel, ouverture de 12 pouces, déjà plus. Mais pourquoi pas? Bah écoute, parce que justement, je suis trop classique. Tu vois, mon frère me dit que je suis toujours en décalage avec la mode, je suis en avance ou en retard, mais je suis jamais dans la mode. Gauthier dit que je suis classique intemporel, que moi, tu me vois dans 10 ans, tu me vois il y a 10 ans, ce sera pareil. Je sais pas où je me situe, sûrement entre les deux, mais voilà, j'adorerais. Ouais. Je pourrais quand même le porter, au bout d'un moment, j'assumerais si jamais mais en tout cas, j'ai pas passé le pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est ce que j'aimerais porter et que je porte pas encore. C'est ce qu'on dit, hein, l'essayer, c'est l'adopter. Peut-être, exactement. On verra. C'est fou que tu me convainques. On ira en faire un comme ça. Je connais un bon endroit, ça s'appelle Blandin de Loire. Ok, écoute, tu me donnes l'adresse, j'irai faire un tour. Ils ont tout, ils vont t'arranger quelque chose. Partage-nous un petit peu ta vision. Et là, on va parler du Québec, on va parler de Montréal. Ouais. Crois-tu que l'art sartorial a de l'avenir au Québec? Ou plutôt, depuis que tu es ici, je sais pas combien de temps ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que tu es ici? Oui. Tu as vu quand même, ok, en 7 ans, on voit beaucoup de choses se passer. Oui, bien sûr. Tu vois la clientèle entrer, sortir. Est-ce que tu as vu qu'elle a changé sur le plan vestimentaire? Est-ce qu'il se passe quelque chose? En tout cas, dans l'univers... Alors, je pense que de manière internationale, il se passe quelque chose autour de l'univers sartorial. On a beaucoup plus de personnes, notamment de personnes qui sont relativement jeunes, qui s'intéressent à cet univers-là, qui était peut-être un peu réservé avant à des personnes qui avaient 45 ans et plus. Aujourd'hui, dès 20 ans, on a des personnes qui s'intéressent. Et je trouve que c'est très vrai à Montréal. Voilà, regarde, ce soir, vous avez... ça grandit, hein? C'est ça, franchement, bravo. 30 personnes ce soir. Et dans nos clients, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet. Donc oui, j'ai l'impression que déjà, il y a une clientèle sartoriale qui se développe. Et je pense que l'habillement et l'art sartorial a sa place complètement à Montréal et au Québec et va continuer à se développer dans les prochaines années. Ouais, c'est pas encore devenu quelque chose, c'est pas encore massifié, ça c'est pas encore démocratisé, on y travaille, hein, mais la communauté sartoriale, elle se développe, quoi. Plutôt des jeunes ou plutôt des personnes plus âgées? Il faut définir jeune. C'est jusqu'à quel âge jeune? 25-35. 25-35, je te dirais que je pense que c'est là où il y a le plus d'explosion d'intérêt. Ouais. Des très jeunes aussi? Oui, on a des très jeunes. On a des gens qui, en plus, sur mesure, c'est sûr que c'est un budget. Donc, c'est un vrai effort pour eux. Mais on a des jeunes qui sont encore aux études, mais qui ont fini leur croissance et qui se disent, je veux m'offrir pour mes 20 ans un premier costume sur mesure et qui se font ce plaisir-là. Pour des balles de prom, peut-être? Alors, aussi. Mais ceux qui sont vraiment passionnés, ils attendent plutôt d'avoir le budget que d'avoir une occasion. Dès que le budget est là, ils vont venir et vont se faire leur premier projet. Et ça, on adore. Ça nous met de la pression, plus que parfois d'autres costumes, parce qu'il y a beaucoup de rêves autour de l'expérience et autour du résultat attendu. Donc, on essaie d'avoir un accompagnement qui soit le plus pédagogique possible. Et c'est super pour nous. Hein. C'est vraiment... mais c'est intéressant, ça. Tu sais que Bruce Boyer disait que si on porte plus de costumes maintenant, c'est parce qu'il n'y a plus d'occasion. Mais là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus l'occasion. On attend juste d'avoir les moyens de s'acheter un costume qu'on peut porter tous les jours par plaisir. Exactement. Alors après, porter tous les jours, il faut quand même avoir quelques occasions. C'est des occasions comme celle-ci. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus besoin d'un événement. Enfin, il n'y a plus besoin. C'est pas vrai parce que ça reste quand même une grosse partie de notre activité. Mais en tout cas, c'est plus exclusivement un événement qui déclenche l'achat pour un jeune d'un costume sur mesure. Il y en a aussi de plus en plus qui le font par plaisir. Excellent. Il y a un changement au niveau de la clientèle. Et puis, sur le plan de l'offre aussi, ça évolue avec Blandin et Deloy, avec les concurrents aussi qui peuvent offrir aussi des belles choses. En ce moment, on voit qu'on monte en gamme, ça donne encore plus de possibilités. Les confrères, moi j'aime bien dire, je trouve. Les confrères, allez. C'est plus sympa. Un esprit de solidarité dans cette sphère-là, c'est bien. Le sur-mesure est en croissance partout dans le monde. Et ça, c'est clair que c'est pas grâce à un acteur, c'est grâce à la multitude d'acteurs. Et c'est le travail qu'on fait chacun de communiquer, de répondre à ces jeunes qui veulent découvrir, qui fait que globalement, le groupe de personnes intéressées augmente. En fait, quand on a commencé en 2013, on apprenait aux gens que c'était possible de faire du sur-mesure, pas dans des budgets excessifs pour un mariage.
C'était ça que nos clients, en fait, nos premiers clients pour les mariages, en tout cas, pour le business, c'était un peu différent. Ils avaient en tête, ça va me coûter. Voilà, c'est ça. Ils avaient les références du bespoke, ce qui est une expérience incroyable, hein, mais c'est sûr qu'en termes de budget, on est sur autre chose. Et donc, une partie de notre travail, c'était juste de dire ça existe, on existe. Vous avez des adresses comme ça qui permettent d'avoir un costume à vos mesures et qui soit de très belle qualité, à des budgets accessibles. Clairement, 12 ans après, on n'a plus besoin de cette pédagogie-là. Les gens savent qu'on peut faire du sur-mesure à des prix accessibles. Et donc, on est sur une phase différente. Ah oui, et merci à toi d'avoir rendu cette expérience-là abordable, notamment pour les plus jeunes qui veulent tenter l'expérience. Écoute, merci à eux déjà de nous faire confiance. Quel conseil, d'ailleurs, en parlant des jeunes, quel conseil tu leur donnerais? Disons un jeune qui découvre ce monde-là peut-être par Internet et qui veut commencer sa démarche sartoriale. Je pense que mon conseil, tu vois, moi je suis pas toujours très commercial, mais mon conseil c'est d'attendre un peu avant son achat de premier costume. Non pas d'attendre en âge, ça franchement, même à 15 ans, il y a la croissance évidemment, mais attendre, ça veut dire commencer peut-être par de la seconde main. Je trouve que c'est une très bonne manière de commencer. Pourquoi? Parce que ça permet de se faire un œil et de définir son style un peu plus précisément. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient faire son premier costume chez nous, et on en a beaucoup, et qui reste après un client fidèle, c'est très courant que quelques années après, le premier costume, il ne le porte quasiment plus. Ouais. Et pas parce qu'il n'y va plus, ça arrive aussi qu'on ait pris un peu de poids, mais principalement parce que le style n'est plus vraiment celui qui est le sien. Il a pris quelques essais avant de définir son style précisément. Donc parfois, aller faire des tests sur des investissements un peu plus modérés, se rendre compte de ce qu'on préfère, c'est une bonne première démarche, et ensuite se faire un vrai plaisir pour une pièce qui soit définie pour soi, qui soit exactement son style. Tu le disais, la différence dans le prêt-à-porter ou en friperie, c'est que c'est difficile d'acheter exactement son style ou son besoin. Il faut quand même être un petit peu souple. Dans le sur-mesure, on peut faire quelque chose qui est aussi sur-mesure d'un point de vue stylistique. Donc, pour connaître son style, il faut avoir quelques pièces dans sa garde-robe. Ouais. Ou peut-être que quand ils viennent trop tôt, ils ne sont pas encore assez éduqués sur la question. Oui, je pense que c'est lié à ça aussi. Ils ne connaissent pas assez leur corps, pas assez les tissus, pas assez les coupes, puis ils viennent un petit peu sans savoir exactement ce qu'ils veulent. Oui, alors sur ces sujets-là, logiquement, on est censé quand même apporter comme du contenu, les aider. Mais c'est leur préférence, en fait, qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, c'est là le principal sujet. Je pense que si je devais conseiller à des jeunes à Montréal qui démarrent leur démarche sartoriale par où commencer, un des points de départ intéressants serait le Nonchalance Club. Voilà. Je sentais que là, c'était... Parce qu'on valorise beaucoup la seconde main. On a un énorme réseau de seconde main à Montréal. Il faut en profiter. Dénicher un costume qui te va bien et qui est de bonne qualité. Aujourd'hui, ça coûte pas cher. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que être élégant, c'est abordable. Développer un style, c'est autre chose. Développer un style, ça vient probablement avec les années, les essais et tout ce que tu as dit précédemment. Ouais. Exactement. Et on arrive à la fin de notre interview avec un deuxième jeu. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Le premier s'est bien passé. Les affirmations rapides, oui ou non? Ok. Oui ou non? Oui. T'es prêt? Oui. Top. Le niveau monte à Montréal. Oui. Le style français, ça existe. Oui. On peut être élégant en short. Oui. Un moment d'hésitation. Tu as déjà porté des Crocs? Non. Le col Empire, le col Mao, c'est élégant. Non, personnellement. Le style anglais est trop sérieux. Non. Paris a plus de goût que Londres. Joker. Tu as le droit au Joker. Le repassage est une méditation. Oui. Tu cires tes souliers régulièrement. Oui. Tu as déjà mis une cravate pour sortir acheter du pain. Oui. Les chaussettes blanches, ça peut le faire. Non. Tu juges les gens sur leurs chaussures. Allez, à vous. Un peu. Je regarde. Bien sûr que oui. Tu préfères une veste trop longue à une veste trop courte. Oui. L'élégance, ça se travaille devant le miroir. Oui. Tu pourrais survivre avec une seule paire de chaussures. Non. Si tu prends le métro seul et en smoking, tu vas vivre un long moment de solitude. Non. Le style italien, c'est surcoté. Non. Déboutonner le bouton de manchette, c'est has-been.
Tu sais, le bouton. Ouais, le dernier bouton, je sais. Je trouve pas que ce soit has-been, mais non. D'accord. Les influenceurs savent de quoi ils parlent. Souvent. Eh bien, tu as déjà taché un costume dès le premier jour. Oui. Tu réussis tes nœuds de cravate du premier coup. Oui. Le club nonchalance, c'est vraiment bien. Oui. Voilà. On arrive à la fin de cette interview. Merci d'avoir accepté cette interview et merci d'y avoir répondu avec sincérité et transparence. Écoute, merci à toi, c'était très agréable. Ouais. Merci à vous d'être venu. Merci à vous d'y avoir assisté. Tu ne repars pas les mains vides. Le club nonchalance te fait ce cadeau. Oh bah, confectionné par notre ami Kevin Lalou, ici présent, qui te regarde. bah merci beaucoup. Ce mouchoir de poche nonchalance que je porte aussi ici. Super, en plus j'en ai pas ce soir, tu vois. Pour toi et pour toi. Ah, t'en as pas, bah tu vas pouvoir. Eh bah tu vois, c'est parfait. Tu vas pouvoir le mettre tout de suite. Pour vous qui serez intéressés à vous offrir un beau mouchoir de poche, mais abordable, en soi rouleté à la main, vous pouvez regarder la boutique de notre ami Kevin Lalou sur Internet. Kings and Lords. Tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Okay. Voilà. Le mouchoir de poche. Celle-là-bas. Nonchalance à l'effigie du logo de notre club. N'oubliez pas cette adresse, Kings and Lords, sur Internet, la boutique donc d'accessoires et de mouchoirs. Merci Kevin, merci beaucoup pour... merci à toi, merci pour ce beau partenariat. Avant de nous quitter, on voudrait remercier Cédric de nous avoir accueillis chez lui, toute l'équipe de Blandin et de Loire pour avoir rendu cette soirée possible. On voudrait remercier également le comité Nonchalance pour l'organisation de cette grande soirée d'entrée et de rentrée du club Nonchalance. Dany Dao à la réalisation ce soir, sans qui ce balado filmé n'aurait pas pu être possible. Voilà. Et merci surtout à vous d'être venus, de vous être déplacés physiquement, c'est important pour la soirée. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour un autre balado. Merci Cédric, merci à vous et on se quitte là-dessus. Bye. Merci d'avoir écouté ce balado. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvez nos articles, nos photos, nos services de coach et toutes nos émissions sur clubnonchalance.com. Pour nous rejoindre et participer à l'une de nos rencontres à Montréal, référez-vous à notre programmation sur la page d'accueil de notre site ou sous l'onglet « Événements ». Suivez et soutenez le Club Nonchalance en vous abonnant à notre page Instagram à @club-nonchalance. Envie de franchir le pas et de réaliser votre premier costume sur mesure avec Blandin et Deslois ? Prenez rendez-vous aujourd'hui avec votre conseiller styliste. Lien dans la description.